Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons étudier de près un phénomène qui pourrait bien entraver nos efforts de sobriété énergétique dans les transports. J'ai nommé le paradoxe de Jevons, aussi appelé effet rebond extrême, qui repose un peu sur de la technique, mais beaucoup sur la nature humaine. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais accueillir notre nouveau sponsor, Foncia Sol. Son dirigeant nous a déjà offert de nombreux épisodes en nous faisant visiter une centrale solaire et en nous faisant essayer des autos comme la Model S Long Range ou le Fiat e-Scudo. Vous trouverez les liens de ces vidéos en fiche juste ici. Déjà soutien financier au travers des plateformes de type, Jonas a décidé de passer à un soutien plus officiel avec cette sponsor qui permet à la chaîne de continuer à vous produire des vidéos. Un grand merci à lui. Mais au fait, Foncia Sol, c'est quoi? Vous êtes propriétaire foncier, vous souhaitez valoriser votre terrain avec une centrale solaire, mais ce n'est clairement pas facile. Propriétaire de terrains libres ou agricoles, d'ombrières ou de vastes surfaces de bâtiments, c'est maintenant qu'il faut s'engager dans l'énergie solaire. D'ici 2030, la France veut se doter de 35% de production électrique renouvelable pour son mix énergétique, et une grande part sera photovoltaïque. En effet, les grands projets de demain se construisent déjà aujourd'hui. Technologie, réglementation et autres tracasseries administratives rendent les projets de centrales souvent trop complexes pour être menés à bien par un profane. Foncia Sol, ce sont déjà 3000 hectares de foncier solaire en développement à travers toute la France, sur des surfaces aussi variées que des ombrières de parking, des terrains agricoles ou des terrains libres. En faisant appel à Foncia Sol, vous vous donnez toutes les chances de réussite, sans les tracas. Foncia Sol réalise l'étude, suit les projets, les réalise et en plus ne se rémunère que si la centrale est bénéficiaire pour vous. C'est du gagnant-gagnant. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Foncia Sol. Un formulaire est là pour vous permettre de les contacter si vous avez des surfaces supérieures à 5 hectares pour un terrain naturel ou constructible, ou 10 hectares en terrain agricole. Vous pouvez directement faire une demande d'étude sur le site. Foncia Sol, c'est le partenaire de la valorisation énergétique de votre foncier. Et maintenant, place à votre épisode. Depuis le début de l'année, Tesla a entamé une guerre des prix, dans le but de rendre ses autos, mais aussi celles de ses concurrents, plus accessibles. Je sais, c'est paradoxal. Lors de la présentation du Master Plan 3, Elon Musk a bien insisté que l'adoption du véhicule électrique par les masses n'est pas seulement limitée par les productions, mais aussi par le nombre de personnes pouvant se les offrir. Tesla s'est donc lancé dans une course au coût de production, afin de rendre les véhicules électriques plus abordables, et son succès entraîne avec lui toute l'économie mondiale. Pour autant, voyons ce qu'on peut en attendre du point de vue du combat contre le changement climatique. Une voiture électrique, c'est plus sobre d'un point de vue énergétique que toutes les autres voitures. Avec la même quantité d'énergie de départ, on parcourt de 3 à 4 fois plus de kilomètres avec elle qu'avec n'importe quel carburant à véhicule égal. Moins d'énergie à produire pour un même besoin, c'est donc moins de gaz à effet de serre émis. Deuxièmement, si la voiture électrique économise les ressources, elle en demande certes plus pour être produite qu'une voiture thermique. Mais il en reste plus au moment de sa fin de vie, car moins de matériaux sont irrémédiablement détruits par une combustion. Enfin, de par son fonctionnement, elle n'émet aucun gaz toxique dans l'environnement immédiat des populations qui côtoient ces véhicules. Cela réduit drastiquement les maladies et décès liés à la pollution atmosphérique. Ces gains sont encore augmentés par la diminution des pollutions sonores qui causent des ravages dans les agglomérations, ou l'école de montagne en été par beau temps. Ça, c'est pour le côté vertueux de la chose. Pourtant, tout n'est pas aussi rose, ou je devrais plutôt dire vert, que cela en a l'air. On ne parlera pas ici des épouvantails brandis par les anti-VE, comme les ressources en minerais, les petits enfants qui produisent soi-disant le cobalt, le sous-dimensionnement de la production électrique, et autres arguments tout pétés utilisés par l'industrie pétrolière et les constructeurs traditionnels pour combattre la voiture électrique. Mais sans succès d'ailleurs. Pour bien comprendre notre propos, faisons un peu d'histoire. Nous sommes en 1865 en plein boom de la révolution industrielle. Cela fait un peu moins de 80 ans que James Watt a développé sa machine à vapeur. Les effets de son design sont palpables sur l'économie mondiale. Elle se généralise rapidement, faisant du charbon une énergie majeure.
En 1860, le traité franco-britannique Chevalier-Cobden inquiète certains milieux politiques britanniques. La Chambre des communes, en d'autres termes c'est le Parlement britannique, décide de commander une étude à W. Stanley Jevons pour savoir si ces accords de libre-échange ne risquaient pas de faire fondre les réserves de charbon du Royaume-Uni et ainsi de mettre en péril sa souveraineté. Le choix de Jevons ne doit rien au hasard ou au copinage politique. Celui-ci est un économiste autodidacte qui a tant réussi à impressionner ses pairs qu'il obtient un Master of Arts à l'University College de Londres en 1859 et devient même titulaire d'une chaire d'économie en 1863 à l'Owens College. Son approche sur l'économie est très pragmatique. Il pensait que, je cite, « l'homme doit être une créature de cause et d'effet » et que la parfaite considération de toutes les données en fait de toutes les causes opérantes, doit conduire à la détermination de tous les effets. Cela veut dire qu'en économie, si on connaît les conditions de départ et la mentalité humaine, on peut prédire les effets. Il applique ces principes à la question posée par la Chambre des communes et débouche sur un livre qui en est la réponse. La question du charbon en 1865. Je vous invite vraiment à le lire, il est intéressant. Grâce à une étude sur des décennies d'usage du charbon, il compare les évolutions technologiques et leurs effets sur la consommation de charbon. Et il fait une découverte intéressante. Plus les technologies sont efficaces et économes, plus la consommation de charbon augmente. Voilà qui est singulier. Si on se place du point de vue purement technique, alors ce résultat est illogique. Pour un même travail, une meilleure machine devrait consommer moins. Et c'est le cas. Il ne reste alors qu'une solution pour expliquer l'augmentation de l'usage de charbon, la croissance économique. En se penchant sur cette variable, Jevons se rend compte que la nature humaine a un grand rôle à jouer dans cette croissance. Il établit alors le constat suivant. L'augmentation de la consommation est liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie. Ces limites pouvant être monétaires, temporelles, sociales, physiques, liées à l'effort, au danger ou à l'organisation. Si on applique ce principe à la machine à vapeur de Watt, on constate que cela colle parfaitement. La machine de Watt permettait d'abattre beaucoup plus de travail grâce à ces améliorations. Pour cela, elle consommait moins de charbon. Elle a donc trouvé de nouvelles applications en permettant à celle-ci de devenir rentable, et donc son usage s'est rapidement généralisé, provoquant une augmentation de la consommation de charbon. On parle alors d'effet rebond. CQFD. Enfin presque. En économie, on parle ici d'un effet local, ce qui veut dire que c'est lié à un seul produit, ou une seule marchandise, ou une seule énergie. Pour obtenir l'effet global, il est nécessaire de considérer tout ce que ces machines à vapeur ont remplacé. L'avènement du train a permis de parcourir de grandes distances à moindre coût, augmentant les échanges commerciaux. Les machines à vapeur agricoles ont fait leur apparition et augmenté les rendements. Les machines à vapeur stationnaires ont pu amorcer l'apparition de l'électricité et remplacer la traction animale dans les usines et industries. Et pourtant, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on n'a jamais élevé autant de chevaux. En effet, les usages pour lesquels les chevaux n'étaient pas remplaçables augmentaient bien plus vite que leur remplacement par les machines à vapeur dans des usages spécifiques. En tout cas jusqu'à l'arrivée de l'automobile. Et là, tout change. Entre auto, moto, camions et bus, tous les usages des chevaux étaient possibles avec des automobiles. Et même plus, l'automobile commençait à concurrencer le train. On aurait pu croire que cela ferait baisser la consommation de charbon, mais ce ne fut pas le cas. En effet, l'automobile a été un booster économique. Comme toutes les sources d'énergie fossile, le charbon a continué à être extrait et brûlé pour accompagner cette croissance économique. En 1930, c'était 816 millions de tonnes équivalent pétrole qui étaient utilisées. En 2000, c'est plus du double avec 2116 millions de tonnes équivalent pétrole. Petite parenthèse pour cette unité de mesure. Afin de considérer les énergies sur un point d'égalité, l'Agence internationale de l'énergie a décidé de tout rapporter au seul pétrole. Une tonne d'or noir génère environ 42 gigajoules en moyenne, soit un peu plus de 11 600 kWh d'énergie calorifique. En appliquant une moyenne à chaque énergie, on peut donc rapporter tout à une même unité, quelle que soit la provenance de l'énergie. C'est pratique pour les comparaisons, mais peu fiable pour ce qui est de l'utilisation de l'énergie. Cette unité est utilisée par les économistes, mais ne relève pas du système des unités de mesure internationales. En étudiant la consommation énergétique, on se rend ainsi compte qu'une nouvelle énergie n'est jamais préjudiciable à celles qui l'ont précédée. Le charbon a continué de progresser, et le pétrole également, lorsqu'on a commencé à utiliser plus massivement le gaz fossile, appelé à tort gaz naturel. Lorsque l'électricité est devenue plus abondante et s'est généralisée, elle n'a pas non plus enrayé l'usage de toutes les autres énergies.
De 1940 à 2000, le total des consommations énergétiques mondiales a été multiplié par un facteur de presque 5. C'est juste énorme. Mais tout à fait logique. Si on s'arrêtait là, on pourrait logiquement se dire qu'on va directement dans le mur et que les consommations vont augmenter à l'infini, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais la réalité est bien plus nuancée que cela. Il existe des cas où une amélioration technique ne débouche pas forcément sur une augmentation de la consommation énergétique. Prenons le cas de l'éclairage basse consommation à LED. Dans les villes où de telles lampes ont été mises en place, les besoins d'éclairage n'ont pas pour autant augmenté. Ils sont restés les mêmes, mais les nouvelles lampes consommaient moins, réduisant donc la facture énergétique. Ça, c'est l'effet local. Pour l'effet global, on se retrouve dans une autre situation. L'argent ainsi économisé peut être utilisé pour d'autres usages, qui eux vont générer aussi des consommations. Au final, il est bien compliqué de savoir quelles sont les conséquences réelles à l'échelle mondiale d'une amélioration technologique. Parlons maintenant un peu de voitures. Depuis l'avènement de la voiture thermique ou du moteur à combustion interne, les voitures n'ont cessé de s'améliorer. Dans les pays occidentaux, l'industrialisation a permis à un nombre croissant de personnes d'accéder à l'automobile. Il fallait donc qu'elle soit plus abordable. Avec un carburant bon marché, la principale préoccupation des constructeurs était de rendre les voitures aussi peu chères que possible. Ainsi sont nés les Ford T, les Coccinelle, les 2 chevaux ou 4 chevaux, ou les Fiat 500. En 1990, les dernières 2 chevaux consommaient entre 6 à 7 litres au 100 pour une vitesse de pointe de 100 km/h et 29 chevaux. On était loin des 20 à 25 litres habituels des voitures américaines, mais le prix du carburant là-bas était largement plus bas. Donc l'effort financier à faire était sensiblement le même si on le rapporte au salaire. Pendant des décennies, les constructeurs se sont évertués à réduire cette consommation, jusqu'à l'avènement de la voiture hybride. Le Japon a été le premier pays à adopter cette technologie, et cela a permis de faire des études statistiques sur le sujet. En faisant des sondages auprès des conducteurs ayant adopté cette nouvelle technologie, mais aussi auprès de ceux qui continuaient à faire confiance au tout thermique, un résultat surprenant s'est fait jour. Les propriétaires d'hybrides dépensaient plus en carburant que ceux ayant des voitures purement thermiques. Voilà qui va à l'encontre de ce qu'on aurait dû voir. Enfin, si on s'en tient uniquement à la seule technique. Pour les utilisateurs d'hybrides, rouler moins cher incitait à rouler plus, et leur usage de la voiture a été grandement augmenté pour cette raison. Mais pas que. La conscience écologique actuelle commençait à pointer le bout de son nez, et le fait de rouler dans une hybride donnait bonne conscience à ses utilisateurs, qui restreignaient donc moins leurs déplacements. On est bien ici en présence d'un effet rebond extrême ou d'un paradoxe de Jevons. L'usage fait d'une amélioration technologique contrebalance ses avantages d'un point de vue énergétique et donc écologique. Du coup, peut-on se dire qu'il en sera de même pour l'usage massif de la voiture électrique ? Eh bien, pas forcément. L'effet rebond n'est en effet pas identique au regard des technologies. Pour arriver à contrebalancer une nouvelle technologie, il faut que les gens augmentent plus leur usage que les gains obtenus. Dans le cas de la voiture hybride, on parle d'une amélioration de rendement de 5 à 10% maximum. Pour une famille, parcourir 10% de kilomètres en plus n'est pas exceptionnel. Entre 15 000 et 16 500 km par an, il n'y a que peu de différence, surtout si on fait moins attention. Donc dans le cas d'une voiture hybride, l'amélioration est trop faible pour permettre une vraie modification du résultat final. Le cas de la voiture électrique est différent. On parle ici d'une efficacité énergétique de 3 à 4 fois meilleure. Pour contrebalancer l'apport de cette technologie, notre famille parcourant 15 000 km par an devra en faire plus de 45 à 60 000 pour consommer autant d'énergie qu'avant. Les contraintes familiales, professionnelles ou les habitudes ne changent que rarement à ce point, et il sera rare d'avoir une telle situation. Pour autant, l'effet rebond existe tout de même. J'en ai fait moi-même l'expérience à de nombreuses reprises. Nous avons fait des week-ends ou des sorties que nous n'aurions pas envisagées avec notre ancienne voiture thermique, en raison du coût du voyage. J'estime personnellement à 30% l'augmentation de mon kilométrage personnel depuis que j'ai ma Tesla par rapport à mes anciennes thermiques, ce qui me laisse une belle économie énergétique et monétaire tout de même. Pour autant, les voitures électriques sont chères, et pour le moment, ces gains sont limités à une tranche de population plus aisée que la moyenne. Qu'en sera-t-il lorsque l'ensemble de la population aura accès à cette innovation technologique ? Verra-t-on plus de personnes accéder à la voiture individuelle, augmentant d'autant le nombre de voitures dans le monde ? L'effet rebond pourra-t-il se tapir dans une croissance exponentielle de l'usage des voitures dans le monde ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de connaître une notion d'économie importante. Il existe 2 situations extrêmes en économie. Le monde vide et le monde plein. Un monde vide, c'est un marché sur lequel un nouveau produit apparaît. Dans le cas de l'automobile, c'est la situation qui existait à la fin du 19e siècle.
Le concept d'automobile individuelle venait de naître et rares étaient les personnes à en posséder une. De nombreuses techniques ont pu être expérimentées dès les débuts. La voiture à vapeur, à combustion interne ou électrique se sont côtoyées. Il n'a pourtant fallu que l'opiniâtreté et le charisme de quelques hommes pour donner l'avantage à la voiture thermique et au pétrole. Henry Ford en créant la Ford T et John Davidson Rockefeller pour le réseau de distribution d'essence ont infléchi le cours de l'histoire et donné la prédominance au pétrole pour les transports actuels. Ils n'ont bien entendu pas été les seuls, mais leur leadership a été primordial pour donner l'exemple au monde entier. L'automobile n'a cessé de se démocratiser jusqu'aux années 1990 environ en Europe. Toujours moins chère, toujours plus efficiente et toujours plus nombreuse. Pourtant, dans cette dernière décennie du XXe siècle, on a commencé à ressentir les effets d'un monde plein. Jusque-là, les couches populaires remplaçaient bien souvent leurs voitures lorsqu'elles étaient cassées, et cela posait de plus en plus de problèmes de croissance aux constructeurs. Alors qu'on disait souvent dans les années 70 que les voitures rouillaient déjà dans le catalogue, l'innovation des moyens de production et de protection anti-corrosion des voitures dans les années 80 ont rendu les autos plus durables, la rouille étant la cause la plus importante de mise à la casse des voitures. Il a donc fallu donner envie de changer d'auto, mais aussi en donner les moyens aux consommateurs. On a alors vu apparaître les autos toujours plus. Chaque génération de voitures apportait des nouveautés tout en se présentant comme plus vaste, plus performante, plus sûre, mais aussi plus confortable. Vitres électriques, climatisation, GPS et autres équipements non essentiels mais bien agréables ont fait leur apparition, rendant les voitures plus chères et plus lourdes. Les gains énergétiques permis par les innovations technologiques n'ont pas permis de faire plus d'économies. Elles ont offert des prestations supplémentaires aux clients sans augmenter les consommations. Ainsi, un Picasso HDI consommait aussi 6 à 7 litres de carburant, comme une 2 chevaux, mais il n'y avait aucune commune mesure entre les prestations offertes. À ce jour, il y a 1,4 milliard de véhicules à moteur sur Terre, et ce nombre croît encore de nos jours. Pourtant, cette croissance diminue, au point d'ailleurs d'être presque nulle dans les régions du globe les mieux pourvues. Les prévisions pour 2035 sont de 1,8 milliard de véhicules. D'un point de vue purement statistique, il faudrait 4,2 milliards de véhicules électriques pour obtenir un effet rebond de 100%. Pourtant, si on tient compte d'une surutilisation de celle-ci de 30% comme ça a été mon cas, on peut tabler sur 3 milliards environ. Pour arriver à un tel chiffre, il faudrait que la croissance soit exponentielle et que tous les pays du monde soient bien pourvus en voitures électriques, Afrique comprise. On pourrait encore augmenter ce chiffre si on tient compte d'un autre point, la décarbonation de notre électricité. L'électricité, c'est un vecteur énergétique et non une énergie primaire. Elle peut être produite de nombreuses manières, plus ou moins émettrice en dioxyde de carbone. Le véhicule électrique est donc plus ou moins émetteur de CO2 en fonction du mix énergétique utilisé pour produire l'électricité. Les gains vont de 20% si on la produit à partir du charbon et 80% en utilisant du nucléaire ou des énergies bas carbone. Ça, c'est si on considère les véhicules équivalents aux véhicules thermiques. Mais qu'en est-il des nouveaux usages? Car oui, il y a bien de nouveaux usages permis par les évolutions technologiques de la voiture électrique. De nouvelles industries sont nées, et en particulier celle de la mobilité légère. Trottinettes, monoroues et autres vélos à assistance électrique entrent dans notre quotidien, et pas forcément pour de bonnes raisons. Lorsqu'ils remplacent les moyens de transport traditionnels comme la voiture ou les motos, pour leurs usages courants, eh bien ils sont bénéfiques. Pourtant, dans de nombreux cas, ils remplacent la marche à pied, le vélo traditionnel ou des moyens de transport ne demandant qu'une seule énergie, celle de nos muscles. Pour gagner du temps ou faire moins d'efforts, ces moyens de transport sont bénéfiques pour le confort de vie, mais néfastes pour l'environnement et la santé. Ils permettent d'aller plus vite dans le cours de notre vie et donnent des moyens de devenir plus efficaces, mais permettent du coup aux employeurs d'en demander plus, d'augmenter la pression. Donc on est face à un effet négatif. Là où on cherchait à se donner de l'air, se donner du temps, eh bien on le perd en stress et en santé. Si le taux de burn-out augmente en permanence, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le cours de nos vies va parfois trop vite. Au final, toute évolution technologique a son revers. Une médaille a toujours deux faces et la voiture électrique n'y fait pas exception. Peut-on prédire si elle est un atout ou un boulet pour l'avenir de l'humanité? Je pense qu'il n'est pas possible à ce jour de répondre à cette question, car cela dépendra de nous, de ce que nous ferons de cette technologie, et surtout de l'usage que nous ferons des gains obtenus. Nous reparlerons de cette question très bientôt, et je vous livrerai ma vision personnelle pour le futur. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, pensez à vous abonner. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.